Chapitre 3. Sur ces entrefaites, un nouvel incident se produisit, non moins surprenant pour nos compagnons que pour nous-mêmes. Un petit objet noir, sorti des ombres supérieures, se balança un moment dans l'eau avant d'atteindre le fond. C'était le sondeur du Stratford. Il explorait le gouffre au nom duquel le souvenir de l'expédition allait rester attaché. L'ayant déjà vu descendre, nous comprîmes que l'opération, interrompue par le drame de notre chute, venait d'être reprise, sans qu'on imaginât certes qu'elle dût s'achever à nos pieds. Et l'on ignorait apparemment qui l'eût touché, car il demeurait immobile dans la vase. Au-dessus de moi se tendait le fil métallique qui, du fond des eaux, me reliait au pont de notre navire. Ah! Pouvoir lui confier un mot d'écrit. L'idée, après tout, était-elle si absurde d'envoyer là-haut un message qui montra que nous étions toujours vivants. La cloche de verre enfermait mon veston, elle m'en interdisait les poches. Mais j'étais libre à partir de la ceinture, et par bonheur, j'avais mon mouchoir dans la poche de mon pantalon. Je l'en tirai, je le roulai et le nouai en haut du sondeur. Le lest se dégagea par le jeu automatique de son mécanisme, et je vis mon petit bouchon de linge remonter vers ce monde d'où j'étais pour jamais exclu. Nos amis examinèrent avec un vif intérêt le lest de 60 livres et finalement l'emportèrent quand nous reprîmes notre chemin. Nous faufilant entre les mamelons, à peine avions-nous fait 200 pas que nous nous arrêtâmes devant une petite porte carrée, flanquée de piliers robustes et portant une inscription sur le linteau. Elle était ouverte. Nous entrâmes dans une grande salle nue que referma derrière nous un panneau à glissière manœuvré de l'intérieur au moyen d'une manivelle. Naturellement, nos enveloppes nous rendaient sourds à tous les bruits, mais nous comprîmes qu'une très forte pompe était en action, car l'eau baissait rapidement au-dessous de nous. En moins d'un quart d'heure, nous restâmes à sec sur le dallage bourbeux, et nous nous débarrassâmes de nos enveloppes. L'air que nous respirions était d'une pureté parfaite, l'atmosphère chaude et claire. Attroupés autour de nous, souriants et bavardant, les bruns habitants de l'abîme nous serraient la main, nous tapaient amicalement sur l'épaule. Ils parlaient une langue bizarre, âpre, dont il va de soi que nous ne saisissions pas un mot. Mais jusqu'au fond des eaux et sous la terre, un visage qui sourit et des yeux rayonnants de sympathie ont suffisamment d'éloquence. Le long du mur pendait tout un assortiment d'enveloppes de verre. On nous conduisit, pour ne pas dire qu'on nous poussa, fort obligeamment vers une porte intérieure donnant sur un corridor en plan incliné. Quand elle se rabattit derrière nous, il ne resta plus rien pour nous rappeler que nous étions désormais les hôtes involontaires d'une race inconnue et retranchés pour toujours du monde qui était le nôtre. Rendus si brusquement à nous-mêmes après l'attention terrible que nous venions de subir, tous nous nous sentions à bout de force. Bill Scanlan, qui était une manière d'Hercule, traînait pourtant la jambe. Marako et moi éprouvions un vrai bonheur à nous appuyer lourdement sur nos guides. Mais nonobstant ma fatigue, je ne laissais pas de remarquer en passant le moindre détail. L'air, évidemment, nous arrivait d'une machine qui, après l'avoir fabriqué, l'envoyait par bouffées à travers des issues pratiquées dans les murs. La lumière était diffuse et due, semblait-il, à une application généralisée de ce système d'éclairage par le fluor qui sollicitait déjà l'attention de nos ingénieurs européens quand on vint à se passer de filaments et de lampes. Elle émanait de longs cylindres de verre posés le long des corniches. J'en étais là de mes observations quand on nous introduisit dans un vaste salon garni de tapis moelleux, meublé de sièges dorés et de sofas penchants qui rappelaient vaguement par leur forme les tombes égyptiennes. On avait congédié la foule, nous restions seuls avec l'homme barbu et 2 suivants. « Manda !» nous répéta l'homme à plusieurs reprises en se tapant la poitrine. Puis, nous désignant l'un après l'autre, il nous fit redire les noms de Marako, Hedley et Scanlan, jusqu'à ce qu'enfin il les prononça de façon correcte. Il nous avait, du geste, invités à nous asseoir. Sur son ordre, un des suivants quitta la pièce, pour y rentrer presque aussitôt, escortant un vieillard à chevelure et longue barbe blanche, bizarrement coiffé d'un cône d'étoffe noire. J'allais oublier de mentionner que tous ces gens portaient des tuniques de couleur, qui leur tombaient aux genoux, et des bottes faites de peau de poisson ou de chagrin. Le personnage qu'on venait d'introduire ne pouvait être qu'un médecin, car il nous examina tour à tour, les mains posées sur notre front et les yeux fermés, comme s'il se donnait de notre état une impression mentale. Il n'en dut guère être satisfait,
car il hocha la tête en adressant à Manda quelques mots sur un ton très grave. De nouveau, Manda expédia son suivant, qui reparut la minute d'après, apportant sur un plateau des mets accompagnés d'un flacon de vin. On disposa devant nous un repas. Trop là pour nous enquérir de ce que nous mangions, du moins nous sentîmes les bienfaisants effets de la nourriture. Après cela, on nous conduisit dans une autre salle où 3 lits avaient été préparés à notre intention. Je me jetai sur l'un. Il me souvient obscurément que je vis alors Bin Scanlan traverser la pièce et s'asseoir auprès de moi. « Parole, me dit-il, votre Brandy m'a sauvé la vie, mais où diable pouvons-nous être ?»« Je ne le sais pas plus que vous, lui répondis-je. »« N'importe, je m'en vais dormir, conclut-il d'une voix endormie, en retournant vers son lit. Et fameux, dites donc, le vin de ces types. Grâce à Dieu, ils ignorent le père Prohibition. » Ce furent les derniers mots que j'entendis. Je plongeai dans le sommeil le plus profond que je me rappelle. Quand je m'éveillai, je n'arrivais pas tout de suite à imaginer où j'étais. Les événements de la veille me brouillaient l'esprit comme une fumée de cauchemar. Je ne me décidais pas à les tenir pour authentiques. Je regardais tout hébété la grande pièce nue et sans fenêtre, aux murs couleur de noisette, la lumière tombant des corniches, les meubles épars, enfin les 2 autres lits, dont l'un m'envoyait des ronflements aigus, stridents, où déjà sur le Stratford, j'avais appris à reconnaître Marako. Tout cela, pour être vrai, me semblait trop absurde, et je dus un bon moment palper ma couverture, examiner mes draps, apparemment tramés avec les fibres d'une plante marine, pour admettre l'inconcevable réalité de notre aventure. Je m'absorbais dans mes réflexions quand j'en fus tiré par une explosion de rire. Bill Scanlan se dressait sur son lit. « Bonjour !» me cria-t-il, en s'apercevant que j'avais les yeux ouverts. « Vous m'avez l'air bien joyeux, lui dis-je. Je ne vois pas cependant que nous ayons tant à rire. »« Parbleu, moi non plus, je n'avais pas le cœur à la noce en me réveillant. Mais il m'est venu ensuite une idée rigolote. Laquelle je ne demande qu'à m'égayer. Voilà, j'ai pensé à la bonne farce qu'on aurait faite, tous les 3, en s'attachant à la sonde. Pas de difficulté pour respirer dans ces enveloppes de verre, et la tête du vieux Howie là-haut, quand nous aurions émergé en grappe. » Éveillé par nos rires, le docteur s'assit sur son lit, avec la même expression d'ahurissement qui d'abord avait été la mienne. J'oubliais mes ennuis et m'amusais à l'entendre tenir les propos les plus décousus, partager qu'il était entre la joie extatique d'avoir devant lui un nouveau champ d'études et la désolation de ne pouvoir communiquer ses découvertes à ses confrères, les savants terrestres. Enfin, reprenant pied dans le présent, il consulta sa montre. « 9 heures, nous dit-il. Scanlan et moi réglâmes notre montre sur la sienne, mais nul moyen de vérifier si nous étions au matin ou au soir. Il importe, continua-t-il, que nous restions fidèles à notre calendrier. C'est le 3 octobre que nous avons effectué notre descente. Nous sommes arrivés ici le soir du même jour. Combien de temps avons-nous dormi ? Peut-être un mois, est-ce qu'on sait ? Répondit Scanlan. Je ne m'étais pas payé un tel coup de traversin depuis le match des usines, la fois que Mac et Scott me battit au poing en 6 rounds. Nous avions à portée de la main toutes les commodités de la civilisation. Nous en profitâmes pour nous laver et faire un bout de toilette. Cependant, la porte était retenue du dehors. Pour l'instant, on nous traitait en prisonniers. Toute ventilation semblait faire défaut. En réalité, un courant d'air établi par de petits trous que nous découvrîmes dans le mur entretenait une atmosphère des plus agréables. La température était douce et tiède. Un système quelconque de chauffage central devait, en l'absence de tout appareil visible, distribuer la chaleur à travers les salles. Remarquant un bouton contre l'un des murs, j'y appuyai le doigt. C'était, comme je le supposais, un bouton d'appel, car, instantanément, la porte s'ouvrit. Un homme se montra, petit et brun, vêtu d'une robe jaune. Ses grands yeux marrons nous interrogeaient avec bienveillance. « Nous avons faim, lui dit Marako. Pourrions-nous prendre quelque chose ?» L'homme hocha la tête en souriant. Notre langage lui était incompréhensible. Scanlan essaya de son argot, sans obtenir d'autre réponse que le même sourire confus. De guerre lasse, j'ouvris la bouche, j'y fourrai l'index et l'y agitai. L'homme comprit enfin. Ses gestes vigoureux me le firent entendre, et il sortit en toute hâte. 10 minutes plus tard, 2 autres individus en robe jaune roulaient devant nous une petite table. Même à l'hôtel Baltimore,
nous n'aurions pu faire un meilleur déjeuner. On nous servit du café, du lait chaud, des petits pains, un délicieux poisson plat et du miel. Nous fûmes trop occupés pendant près d'1 heure pour parler de ce que nous mangions et en discuter la provenance. Finalement, les serviteurs revinrent, remmenèrent la table et enfermèrent soigneusement la porte. « Je suis tout couvert de bleu à force de me pincer, me dit Scanlan. Est-ce que oui ou non, je rêve? Voyons, docteur, vous nous avez conduits ici. À vous de nous éclairer, je présume. Que vous en semble ?» Le docteur secoua le front. « Moi aussi, je crois rêver, dit-il. Mais quel rêve magnifique! Quel sujet d'intérêt pour le monde si le retour était possible! Un fait s'impose, déclarai-je. C'est que l'Atlantide n'était pas un simple mythe. Elle a trouvé des gens merveilleux pour lui prolonger l'existence. Bah ma foi, s'écria Bill, le diable m'emporte si je comprends comment il se procure l'air, l'eau fraîche et tout le reste. Peut-être le Manitou barbu que nous avons vu hier daignera-t-il nous l'expliquer, s'il nous pousse une nouvelle visite. Pour nous l'expliquer, il devrait parler notre langue. Remettons-nous-en plutôt à nos observations, dit Marako. Il y a déjà un point que je saisis. Cela grâce au miel qu'on nous a offert à déjeuner et qui était sans contredit du miel synthétique, comme dès à présent on en fait sur la terre. Si l'on fait ici du miel synthétique, pourquoi aussi bien n'y ferait-on pas du café synthétique ou de la farine? Les molécules des éléments sont comme des matériaux, partout disposés autour de nous. Il ne s'agit que d'en savoir déplacer quelques-uns, parfois un seul, pour obtenir une nouvelle substance. Par un simple déplacement de molécules, le sucre devient de l'amidon ou de l'alcool. Et les agents de ces déplacements, qui sont-ils? La chaleur, l'électricité, d'autres peut-être, dont nous ignorons tout. Certaines molécules se déplacent d'elles-mêmes, et alors le radium devient du plomb, l'uranium devient du radium, sans qu'on y touche. Ainsi, d'après vous, les gens chez qui nous sommes auraient des connaissances physiques très avancées. Ah, j'en suis sûre. En somme, il n'y a pas de matériaux élémentaires qui n'aient sous la main. L'eau de mer fournit à volonté l'hydrogène et l'oxygène. Ces masses de végétation marine contiennent de l'azote et du carbone. Les dépôts bathybiens sont riches en phosphore et en calcium. Par une manipulation adroite, avec des notions appropriées, qu'y a-t-il ici qu'on ne puisse produire? Déjà le docteur entamait un cours de chimie lorsque Manda poussa la porte, et nous ayant fait un salut des plus amicaux, s'avança. Il amenait avec lui le vénérable vieillard à qui nous avions eu affaire la veille. Ce devait être un homme de grand savoir, car il nous adressa plusieurs fois la parole, et chaque fois, dans une langue vraisemblablement différente, mais toujours aussi mystérieuse. Enfin, il haussa les épaules, dit un mot à Manda, qui sur-le-champ donna un ordre aux 2 serviteurs restés devant la porte. Et ceux-ci, à peine sortis, revinrent avec un écran singulier, soutenu par 2 montants, et tout pareil à nos écrans de cinéma. Sauf que la surface en était revêtue d'un enduit brillant qui miroitait sous la lumière. On le dressa contre un des murs, puis le vieillard recula d'un nombre de pas bien compté, marqua la distance sur le dallage et, sans quitter la place, regardant Marako, se toucha le front en désignant l'écran. « Tout à fait dingo, l'ancêtre, dit Scanlan, araignée au plafond. » Marako, par ses hochements de tête, traduisit notre commun embarras, que partageait d'ailleurs le vieillard lui-même. Celui-ci, enfin, eut une idée. Montrant du doigt son propre visage, il se tourna vers l'écran, y attacha les yeux, parut y concentrer toute son attention, et en un rien de temps, son image allait s'y inscrire. Il n'eut alors qu'à nous faire signe de l'imiter pour que presque aussitôt, notre image prit sur l'écran la place de la sienne. À vrai dire, elle n'offrait pas une ressemblance rigoureuse. Scanlan avait l'air d'un Chinois comique et Marako d'un cadavre en décomposition. Mais, assurément, c'était l'aspect sous lequel ils apparaissaient à l'opérateur. « Projection de pensée !» m'écriai-je. « Très juste, dit Marako. Il y a là une invention admirable, encore qu'elle ne soit qu'une combinaison de la télépathie et de la télévision, telle qu'on les comprend vaguement chez nous. » Je ne pensais pas, dit Scanlan, reluquer jamais ma bobine sur l'écran, du moins si c'est moi que représente ce céleste à figure de fromage. Hein? La veine que ce serait de pouvoir apporter au ledger l'histoire de nos aventures. Avec ce qui cracherait, nous n'aurions plus qu'à vivre de nos rentes. Pensez qu'on a la marchandise et aucun moyen de la livrer. En effet, c'est là le fâcheux, dis-je. Une histoire pareille remuerait le monde, mais que nous demanderait-on encore par ces gestes? M'est avis, docteur,
que le vieux voudrait vous soumettre à une expérience. » Marako, ayant pris la place qu'on lui indiquait, mit admirablement au point sur l'écran les lignes nettes et vigoureuses de son cerveau, et nous vîmes d'abord s'y détacher l'image du Manda, puis celle du Stratford, telle qu'au moment où nous l'avions quitté. « J'y suis !» m'écriai-je. Je saisis leur idée. Ils veulent qu'au moyen d'images nous leur racontions tout ce qui nous concerne. Ils désirent savoir qui nous sommes et quel concours de circonstances nous a jetés ici. Marako, ayant adressé à Manda un signe d'intelligence, commençait à projeter une vision de notre voyage, quand le chef leva la main, l'arrêta, donna un ordre au serviteur. On emporta l'écran et les deux Atlantes nous invitèrent à les suivre.